Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de cette guerre en Ukraine. Ça va faire 1 an à la fin de la semaine. Et pour bien des gens, ça, quand on disait en février dernier, fin février dernier, la guerre elle pourrait durer, je me souviens, on disait 2-3 mois. Ouais. Puis les gens disaient, elle peut pas durer si longtemps. Puis après ça, des experts se mettent à nous dire, non, la guerre, elle peut durer 4-5 ans, 5-6 ans. Là. Et sincèrement, 1 an plus tard, on a envie de dire de ce conflit qui nous paraît loin. T'sais, nous, ici, en Amérique du Nord, au Québec, on est plutôt éloignés. Loin et proche, il y a plein de réfugiés ukrainiens à Montréal. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelques impacts chez nous. D'abord, le prix des aliments. Encore aujourd'hui, on nous disait qu'à cause de l'Ukraine, entre autres, il y avait cette inflation alimentaire qu'on subit ce qui est tous les logique, jours. un des plus gros producteurs de céréales du monde, tout à coup, produit plus à moitié de ce qu'il produisait. Ce qu'on avait oublié, on avait oublié aussi la moutarde, on avait oublié plein de denrées comme ça qui nous proviennent de ce pays d'Europe de l'Est. Et on avait comme un peu oublié notre géographie et notre géopolitique. On avait oublié à quel point l'Ukraine, géographiquement, est un peu aux confins de l'Europe. Ouvre la porte, en tout cas, à toute une Europe que, je pense, Vladimir Poutine, dans sa mégalomanie, aimerait bien prendre. On a fait beaucoup de comparaisons depuis 1 an, d'ailleurs, avec des grands stratèges qui ont fait beaucoup de dommages en Occident, mais plus largement en politique et en société. Là. On pense à Hitler, entre autres, et sans faire de comparaison boiteuse, il en reste pas moins que ça reste... Poutine, quelqu'un qui est imprévisible, qui a sans doute des desseins qu'on peut même pas imaginer, le genre de personnage qui ne se gênerait pas. C'est une menace en soi, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie dans son pays. C'est-à-dire que lui, il mène son pays. Il se fout de tout le monde, c'est ça. Il en a rien à foutre. Il les achète au besoin. Il se fout de son propre peuple, à mon avis. D'ailleurs, il fait que leur mentir à ces pauvres Russes qui sont aussi, eux, ils pâtissent de ce qui se passe. T'sais. C'est plus les premières semaines, ils pouvaient être, ou les premiers mois, ils pouvaient être pro-russes parce ils gobaient ce que leur président leur disait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes aussi qui se rendent compte que ça marche juste pas et qui sont mal placés pour la gagner, cette guerre. En même temps, les Ukrainiens, de leur côté, puis je me mets beaucoup à leur place parce que moi, je suis née en France. J'ai beaucoup entendu ces histoires de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les Français ont dû se battre et grâce aux alliés américains, britanniques et tout, les alliés ont gagné sur les Allemands. Mais mon grand-père était un résistant. Ça a mal fini pour lui parce qu'il est allé mourir en camp de concentration. Mais je me mets à la place de ces Ukrainiens, de ces gens qui sont soudainement, du jour au lendemain, attaqués et qui doivent, depuis 1 an, trouver toutes sortes de ressources et qui Mais juste ceux qui se sont engagés, là, des informaticiens, toutes sortes de gens qui avaient une vie très semblable à la nôtre, là, bureau, métro, boulot, dodo. Mais on s'engagerait. Je pense que tu n'as pas le choix de t'engager. Ton pays est à feu et à sang à cause d'un gars qui a décidé qu'il t'aurait. Donc, écoute, il s'est attaqué rapidement à des cibles civiles. Rapidement, finalement, Vladimir Poutine. Alors que normalement, il y a des guerres. On parle beaucoup en ce moment, on évalue là, les armes, quels genres d'armes sont utilisées. On a parlé d'une cyberguerre au début. Puis finalement, tu te rends compte que c'est des chars d'assaut, puis c'est des soldats, puis c'est de l'armement de base de guerre. Là, puis que c'est ça qui fait celui qui en a le plus, celui qui a des meilleures chances que l'autre. Ça, puis des humains. Puis, fait que finalement, tu te rends compte que c'est une guerre de tranchées, mais et en plus, là, vient s'ajouter, moi, c'est depuis la position un peu boiteuse, ou en tout cas pas claire de la Chine, que là, je commence à me dire, mais où ça va nous mener tout ça? Et là, on en fait tous partie. Cette semaine, t'as eu Biden en Ukraine, le discours de Poutine, Biden qui était rendu en Pologne le lendemain, qui réplique à Poutine, tout ça pendant que tu viens de le dire. La rumeur circule que la Chine pourrait fournir des armes à la Russie. Tout en prétendant vouloir offrir une espèce de traité de paix. C'est une drôle de position, je trouve. Ils veulent se présenter un peu comme médiateurs de la paix. On va vous trouver une solution, vous allez voir. Mais la solution, quelle peut être une solution pacifique? Moi, je pense que Poutine, il est tellement égocentrique.
et imprévisible et fou, entre guillemets, que tu dis, ce gars-là, il y a tellement un ego démesuré, mais de toute façon, il va jamais reculer. Mais même s'il n'y avait pas d'ego, politiquement... il perd la face. S'il recule, il est mort politiquement. Je veux dire, il peut pas dire, moi, là, on laisse tous les territoires à l'Ukraine. Doomed to win. C'est ça. On laisse tous les territoires à l'Ukraine, on rentre chez nous. J'ai fait ça pour rien. Exact. J'ai fait ça pour strictement rien. Voilà. On n'a pas un kilomètre carré de plus, on n'a rien gagné, voyons. Disant ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Les Ukrainiens, de leur côté, je viens de te dire, moi, si j'étais Ukrainienne, regarde, je me bats jusqu'à... Mais les Ukrainiens sont rendus plus loin. Là. Eux, non seulement ils veulent reprendre tous les territoires, sortir les Russes, battre les Russes, mais ils veulent reprendre la Crimée, en plus, dont ils avaient perdu le contrôle depuis 2014, puis c'était comme un peu accepté par le monde entier. Mais là, les Ukrainiens, eux autres, disent, tant qu'à avoir une guerre, puis tant qu'à avoir eu toute cette merde-là, on va régler le problème, puis on peut revoir la Crimée. Mais ça, c'est une position. On s'entend que... Je pense que juste avoir leur pays, puis j'allais dire comme avant, mais ça sera plus jamais comme avant. Ce pays a été détruit. Je veux dire, l'Ukraine va devoir compter dans l'éventualité d'un règlement de conflit dans les mois à venir, ce qui m'apparaît assez improbable, sincèrement. Je crains plutôt je crains que ça empire plutôt que ça se règle plutôt rapidement. Donc, qu'est-ce qui va rester aux Ukrainiens une fois que les chars... L'évaluation de décembre... C'est épouvantable. En termes de reconstruction, l'évaluation de décembre, de fin d'année, là, c'était 1000 milliards. Ouais. Non, mais ça va 1000 milliards pour reconstruire. Ça va prendre toute la communauté internationale pour être là après pendant des années. Je veux dire, tu te remets difficilement. Ça te prend 20-25 ans. Les enfants d'aujourd'hui qui assistent à ces exactions parce qu'il y a des viols épouvantables, il y a des gens... on a vu depuis un an, moi, il y a des images qui sont gravées dans ma mémoire là, de la dernière année. Puis il n'y a pas d'événement international. Il y a le 11 septembre qui en a mis comme ça des images dans ma mémoire, mais j'ai pas un autre événement international qui m'aura marqué autant que ça. Puis pourtant, tu sais, on s'en parle pas tous les jours de l'Ukraine. C'est pour ça que je te dis, de notre point de vue, on ça en parlait tous les jours, les premières semaines de la guerre. Jusque-là, tous les jours, c'est des combats très ordinaires, très locaux, où personne avance ou recule. On nous dit telle ville est prise, tel autre, ils l'ont repris. Mais même plus, là, depuis quelques semaines, il y a eu des gains de... Là, en fait, là, présentement, c'est l'hiver. Puis il y a beaucoup moins de combats. Il va y avoir au printemps la fonte des neiges. Là, ils sont dans la swamp, là, ils sont dans les marécages. C'est très, très boueux. Puis ils disent quand ça va être passé, là, en avril, là, on reprend les combats. Puis autant l'Ukraine qu'à la Russie dit là, on s'en vient avec une grosse offensive. Fait que là, malheureusement, il y aura des morts de part et d'autre. C'est sûr. Mais qu'est-ce que ça va donner? Mais que vont faire les Chinois? Est-ce que si les Chinois se mettent... Et c'est cette position que je trouve un peu étonnante de la Chine, parce que la Chine et la Russie, tu sais, on dit que les Chinois sont des alliés des Russes avec l'Inde, mais on n'entend pas trop l'Inde en ce moment, mais la Chine n'a pas beaucoup... C'est pas son premier partenaire commercial. Non. C'est loin de là. En fait, l'Europe est bien plus partenaire commercial des Chinois que la Russie. Je pense que c'est 8% du PIB. Donc, pour les Chinois, c'est des peanuts, tu comprends? Alors, c'est quoi le jeu de la Chine par rapport... La Chine qui, elle, fait de l'ingérence dans à peu près, en tout cas, beaucoup de pays dont on connaît, tu sais, comme le nôtre, par exemple. Et là, tu te dis, mais c'est quoi le jeu des Chinois ici? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils jouent? Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, tu as un début de quelque chose, mais tu dis quel rôle la Chine veut jouer? Veut-elle jouer? En tout cas, visiblement, elle s'est immiscée dans l'espèce de rapport bipartite. Puis là, j'allais même dire tripartite parce qu'on parle du retour à la guerre froide. La Chine a quand même profité de la guerre parce que la Chine, évidemment, c'est un pays immense qui a besoin de ressources. Alors, à partir du moment où beaucoup de pays boycottent, la Russie, c'est un grand territoire, ça fournit des ressources pétrolières, minières et autres. Et quand toute l'humanité dit à la Russie, nous, on boycotte, on t'achète plus rien, ben... Sauf que là, le discours... La Chine achète à bon marché. La Chine, tu sais, je veux dire, t'as une vente aux enchères de produits, là, puis t'as moins d'acheteurs. La Chine vient... Imagine s'il y avait un blocus des produits chinois aux États-Unis ou en Europe ou même au Canada, parce que là, tu sais, je te parlais de l'ingérence... Ça changerait nos vies. Ben, ça changerait nos vies à nous. Ça serait peut-être plus écologique, remarque, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait pas mal moins de plastique. Il y aurait plus de pénurie et beaucoup d'inflation. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est un fait. Fait que, tu vois, c'est tout un équilibre. Puis je pense que c'est important que les gens se préoccupent de ça, pas juste fassent l'anxiété, parce que c'est vrai que ça peut être anxiogène. Ça fait très longtemps on l'avait comme oublié, la menace nucléaire. Moi, c'est ça que je crains. Je me dis, est-ce que de mon vivant, je vais voir une
troisième guerre mondiale qui va être une guerre nucléaire. Tu sais, on en parlait quand on était petit, là, parce qu'on s'était fait raconter Hiroshima, Nagasaki. Tu sais, mais on l'a pas connu, mais on s'est fait raconter ça. On a vu des images, le champignon et tout ça. Puis en même temps, tu te disais, bon, je pense qu'il n'y a personne qui est assez fou pour appuyer sur le bouton rouge. Mais aujourd'hui, avec un gars comme Poutine, avec tout cet échiquier dont on vient de discuter des contours, moi, j'ai de vraies inquiétudes. Puis je veux dire, quand des experts le disent aussi, puis disent, on n'a jamais été aussi près de cet endroit où on ne veut pas aller, qui serait justement cette menace nucléaire bien réelle. Là, tu es obligé de dire, nous, on ferait quoi au Canada? Nous, on est où? On se situe où par rapport à ça? C'est extrêmement... Ben oui. On va te le dire où est-ce qu'on est. On est sous la jupe des Américains. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Mais je veux dire, on aurait... C'est là qu'on est mieux d'être. Ça serait tous... Dans l'état de notre armée. Ouais. En même temps, je sais pas ce que tu as pensé de la visite de Joe Biden avec ses lunettes de soleil là, qui était... Moi, sincèrement, tu vois, Poutine... Je le ferais pas trop suer. Tu sais, je ferais pas exprès d'y donner des pichenottes pour l'écœurer. Tu comprends? Je comprenais qu'il y avait une image, là, surtout face à l'OTAN, là, mais d'abord, je serais allée habillée autrement. Je trouvais que j'aurais enlevé mes lunettes. Il y a des... Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Non, j'ai pas aimé la façon marketing de le faire. J'ai trouvé que le symbole était quand même fort. Le symbole était fort. Pour dire à Poutine aussi, ben garde, tu gagneras pas, là. Tu gagneras pas, t'en sortiras, on te lâchera jamais. T'es mieux d'être sûr de tes affaires. Sommes-nous à ce point sûr qu'il gagnera pas? Quand même pas mal. Ben, je l'espère, mais comme tu dis, ça va être au détriment de combien d'autres milliers de vies humaines. De vies humaines, c'est ça. Ouais. Alors, on a une bonne pensée pour tous les Ukrainiens, ceux qu'on a pu recevoir chez nous. On espère qu'ils vont s'y plaire. Et puis, pour tous les autres qui combattent, j'ai une bonne pensée pour ces gens-là. Merci, Isabelle. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible.